Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de ce 20h à la une de l'actualité. Ce soir, lueur d'espoir pour Guy Marius Sagna, arrêté le 16 juillet dernier puis emprisonné pour fausse alerte au terrorisme. L'activiste pourrait bientôt humer l'air de la liberté. Son avocat a déposé une demande dans ce sens à l'issue de son audition sur le fond par le juge. Les mines antipersonnelles peuvent encore faire des dégâts en Casamance où un périmètre de près de 2 millions de mètres carrés reste infecté par ces mines. L'ANRAC sonne l'alerte sur ce danger dû à l'arrêt depuis quelques années des opérations de déminage. Et puis insécurité à Touba, le quartier Gare Boumak situé dans la cité religieuse est devenu un repère de malfaiteurs installés dans des bâtiments inachevés. Ils volent et agressent. Les populations interpellent l'État et les autorités locales. Et puis nous serons à Louga pour évoquer avec Omar Kairé cette vive polémique autour de la décision de donner à l'hôtel de ville le nom du défunt milliardaire El Hadj Djily Mbaye, une violation des textes selon les experts. La page internationale sera également de la partie. Merci de vous joindre à nous. Arrêté le 16 juillet dernier suite à une publication du collectif Frappe France Dégage. L'activiste Guy Marius Sagna a été entendu ce mercredi sur le fond du dossier. Une audition qui s'est bien déroulée selon son avocat. Maître Moussa Sarr annonce avoir immédiatement déposé une demande de mise en liberté sur la table du juge. Voici Maître Moussa Sarr au téléphone de Abdou Khoudous Diallo. L'audition s'est passée dans de très bonnes conditions. Maintenant, relativement au contenu, je rappelle que l'audition en matière d'instruction est couverte du secret de l'instruction. Par conséquent, je ne pouvais pas dévoiler le contenu de l'audition. À la suite de l'audition, nous avons immédiatement déposé dans le bureau et entre les mains du doyen des juges une demande de liberté d'office immédiatement après l'audition. Et nous attendons la suite qui sera réservée à cette demande dans les jours à venir. Et en principe, au maximum d'ici le début de la semaine prochaine, peut-être on aura la suite qui sera réservée à notre demande. Je vous le disais dans les titres, un périmètre de près de 2 millions de mètres carrés reste encore infecté par les mines en Casamance où les opérations de déminage sont à l'arrêt depuis quelques années. L'alerte vient du directeur général de l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance, Ansou Sané, que nous écoutons au micro de Amadi Khalil Djemé. Affecter la Casamance et l'un des effets néfastes qu'on a noté au niveau de la Casamance, c'est la présence des mines. C'est pourquoi dès 2008, le gouvernement du Sénégal a mis en place une structure appelée CNAMS, le Centre national anti-mines du Sénégal, pour coordonner la politique de déminage humanitaire, bien sûr, à ce niveau, permettre de dépolluer les zones infestées et faciliter également donc, le retour des populations dans ces zones. Et depuis 2008, le CNAM est en train de mettre en œuvre une stratégie nationale anti-mine à travers un important programme appelé PALAC, le programme d'assistance à la lutte anti-mine en Casamance. Et l'ANRAC, dans le cadre d'une de ses missions consistant à contribuer à la dépollution des zones infestées, a beaucoup travaillé dans la mise en œuvre de ce programme-là à travers le programme PRAEX. Aujourd'hui, depuis 2008, ce qui nous montre que près de 2 millions de mètres carrés ont été nettoyés ici en Casamance. Des régions comme la région de Kolda sont aujourd'hui des régions propres, même si le risque zéro n'existe pas. Alors, dans la région de Sédhiou, la principale zone concernée, c'est la zone de Goudomp. Dans la région de Ziguinchor, c'est à peu près les 3 départements qui sont concernés. Aujourd'hui, globalement, comme je l'ai dit, 2 millions de mètres cubes ont été infestés, ont été nettoyés. Il reste à peu près
1 200 000 mètres cubes de zone à être, de mètres cubes à être 1 200 000 mètres cubes. Mètres carrés, je parle de mètres carrés. Voilà. 2 millions de mètres carrés ont été nettoyés. 1 200 000 mètres carrés restent à être nettoyés, répartis dans 144 localités de la Casamance. Mais comme vous le savez, le déminage a des coûts importants, parce que c'est des opérateurs qui vont sur le terrain. Globalement, comme opérateurs qui interviennent, il y a Handicap International et il y a des opérateurs venant de la Norvège et de l'Afrique du Sud. L'insécurité gagne du terrain au quartier Gare Boumak de Touba, installé dans des bâtiments en construction. Des malfaiteurs sèment la terreur dans la zone. Les populations qui ne dorment plus que d'un seul œil interpellent les autorités. La correspondance de Mamadou Makhtar Sarr. L'insécurité prend des proportions inquiétantes au quartier Gare Boumak dans la commune de Touba. Des malfaiteurs ont élu domicile dans des bâtiments en construction situés non loin du marché. Les populations riveraines et les commerçants qui ne dorment plus que d'un seul œil donnent de la voix. Cheikh Issa Dione est le délégué du marché Gare Boumak de Touba. Les malfaiteurs ont élu domicile dans ces bâtiments en construction. Ici, c'est leur quartier général. Ils agressent les gens et passent tout leur temps à fumer de la cigarette et du chanvre indien. Nous avons aussi noté des cas de viol dans la zone. Des choses faites au vu et au su de tout le monde. Notre interlocuteur d'ajouter que ces malfaiteurs sont connus de tous parce qu'ils sont de la localité. La majeure partie des malfaiteurs sont du quartier. Ils sont très bien connus. À chaque fois, la police effectue une descente, mais ils disparaissent très vite. C'est parce qu'ils habitent dans la localité. Nous connaissons très bien leurs parents. Ils sont nés et grandis dans ce quartier. Mais malheureusement, ils passent tout leur temps à agresser. Ces populations riveraines et les commerçants du marché sollicitent l'appui des autorités étatiques afin de vaincre définitivement le mal par la racine. Nous pensons que les autorités gouvernementales doivent réagir et mettre fin aux agissements de ces malfaiteurs. Le quartier est confronté à un problème d'éclairage. Les gens ont peur de sortir la nuit. Si les autorités veulent vaincre le mal par la racine, elles doivent commencer par l'éclairage public. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Et puis les victimes de démolition de Tivaouane Peulh sont dans tous leurs états. Ils accusent les autorités municipales d'avoir ordonné la destruction de leur maison par la DSCOS. Leur porte-parole Boubacar Sy explique au micro de Najib Sagna. Dans l'après-midi du mercredi 7 août 2019, ici sur le site de Tivaouane Peulh, vers 17h40, une bande d'individus dont certains ont été identifiés, munis de 2 engins lourds, est venu saccager avec une violence inouïe et une terrible force destructrive nos maisons, nos bâtiments, nos matériels de construction. Saccage effectué sans document juridique confirmé, aucune sommation notifiée, aucun papier administratif présenté. Saccage ciblé au gré des relations et affinités entre les propriétaires et destructeurs. C'est pourquoi nous, les victimes de ces actes barbares et ignobles, nous nous sommes réunis pour engager un huissier, faire un constat et évaluer les pertes, engager un avocat pour d'éventuelles actions judiciaires. Engager des discussions et des concertations pour organiser des actions de manière pacifique, responsable, mais ferme. C'est pourquoi nous lançons un appel et prenant l'opinion nationale comme témoin au premier responsable de cette commune de Tivaouane Peulh, le maire Ibrahima Diop, à venir nous rencontrer afin de trouver une solution diligente, raisonnable, apaisante et pacifique à ce problème. Car des images d'horreur ne doivent pas succéder à ces images de destruction. Des accusations balayées d'un revers de la main par la mairie de Tivaouane Peulh. Les autorités municipales parlent de gens sans documents qui se sont emparés des parcelles qu'ils occupent de manière illégale. Le directeur de cabinet du maire, Boubacar Seck, que je vous propose d'écouter. L'une des toutes premières précisions qu'il faut faire,
c'est que le site en question, c'est le site du périmètre d'extension du village de Niague et de Niague-Peul, qui a eu une délibération depuis le conseil rural de Sangalkam. Il s'agit des personnes mal intentionnées, je dirais même des personnes véreuses, qui sont allées sur le site d'extension du village de Niague. Ils ont effectué des bornages. Les occupations sont de nature irrégulière, des occupations illégales, sans autorisation, sans l'aval du conseil municipal de la commune de Tivaouane-Peulh-Niague. Ils ont vendu des parcelles à des tierces personnes, alors que ce site-là appartient à l'extension du village de Niague et de Niague-Peul. Donc il y a une mission conjointe qui a été déployée sur place pour faire respecter la loi, pour faire raser l'ensemble des bornes s'y trouvant. On ne peut pas avoir peur de la plainte, on ne peut pas avoir peur de la justice. Dans les normes, c'est la mairie qui devait porter plainte contre ces personnes-là pour destruction de biens appartenant à la municipalité, parce que des bornes ont été détruites. En plus, aussi, il y a occupation irrégulière sur un site dûment destiné à l'extension du village de Niague et de Niague-Peul. Face à l'interminable chantier de construction d'une route et d'un canal à ciel ouvert au quartier HLM Sarah de Kaolack, les populations crient le ras-le-bol. Elles ont profité d'une journée d'investissement humain pour alerter les autorités sur le danger que ce chantier constitue pour leurs enfants. Ibrahim Ngom porte leur voix. Ces propos sont recueillis par Al-Hassan Ba. Nous avons ici une route qui est en train de se construire avec le Promoville. Ça fait maintenant bientôt 2 ans. Mais depuis 2 ans, nous avons constaté qu'il n'y a pas d'avancée. C'est une catastrophe maintenant. C'est-à-dire ils ont creusé, ils ont laissé. Il y a le banc-fond maintenant. L'eau est en train de suinter. À côté de cette route-là, de cette soi-disant route, il y a un canal à ciel ouvert, aussi rempli. Donc c'est une catastrophe qui nous guette. C'est pourquoi nous lançons un vibrant appel aux autorités locales et nationales. C'est vrai que le président de la République a lancé un appel, un Sénégal propre. Mais un Sénégal propre va avec des moyens. Nous constatons qu'ici, nous sommes laissés à nous-mêmes. Nous faisons des efforts inlassables. Nous essayons chaque jour que Dieu fait de rendre notre quartier propre. Mais ici, là, on n'a pas les moyens pour juguler ce problème-là. C'est pourquoi nous lançons encore une fois, nous lançons un vibrant plaidoyer à l'endroit des autorités locales et nationales de leur demander vivement de nous venir en aide à ce fléau-là. Parce qu'en vérité, avec une seule pluie, vous avez vu que c'est déjà rempli. Il y a l'éclairage public qui fait défaut, il y a un soi-disant pont qui est là, c'est nous, les habitants qui sont ici, dans le quartier, aux alentours, qui se sont cotisés pour faire ce soi-disant pont-là. Donc la nuit, on n'ose pas passer par là. Sinon, à chaque fois, on a des accidents. Que les enfants, vous les connaissez, quand ils voient de l'eau, ils pensent qu'ils peuvent nager, ils peuvent entrer dans l'eau. Alors que maintenant, ça, c'est une catastrophe. Ce n'est pas de l'eau salibre, ce n'est pas de l'eau de pluie, parce que c'est l'eau qui saigne, c'est de l'eau tellement sale. Il y a les moustiques, tout peut grandir dans cette eau-là. C'est pourquoi vraiment nous leur demandons de nous venir en aide. On verra. Si maintenant les autorités tardent à venir, la population est là. Vous avez vu, la population est sortie massivement pour faire le quartier salubre. Si toutefois maintenant la population est confrontée tous à ce problème-là, certainement il y aura d'autres actions. Je vous parle maintenant de cette vive polémique à Louga. Le conseil municipal a décidé de donner le nom de l'hôtel de ville au défunt El Hadj Djily Mbaye, mais le préfet demande une seconde lecture pour cette délibération, ce que le maire et ses proches ne veulent pas faire. Pourtant, selon les experts, le code des collectivités locales ne permet une telle démarche. Plus de détails avec Omar Kairé. En pleine reconstruction, l'hôtel de ville de Louga va peut-être porter le nom d'El Hadj Djily Mbaye. Le conseil municipal de Louga, lors de son vote du budget 2019 tenu au 31 décembre 2018, avait délibéré pour prendre cette décision. Exerçant son rôle de contrôle de légalité, le préfet avait demandé une seconde lecture. Mais le conseil municipal campe toujours sur sa position. Djily Mbaye, qui a construit un hôpital pour Louga, Djily Mbaye qui a construit un lycée, des routes, de grandes mosquées pour les Lougatois. Djily Mbaye qui a beaucoup fait pour Louga. Il fallait effectivement, pour le rendre hommage, pour l'immortaliser,
lui donner le nom de la mairie. Cette volonté de donner le nom de l'hôtel de ville de Louga à El Hadji Djily Mbaye ne peut prospérer, vu l'article 71 et 72 du Code des collectivités territoriales. C'est l'avis de Adama Gueye, expert consultant en décentralisation et ancien président du conseil régional de Louga. L'article 72 maintenant répond à votre question. L'article 72 dit ceci. Commune, dénomination et limite des communes. La commune est créée par décret. Le décret détermine le nom de la commune, en situe le chef-lieu et en fixe les périmètres. Point tiré. Donc je crois que ça c'est très clair. L'autre argument donné par le conseil municipal de Louga pour étayer sa position, c'est le building administratif qui porte désormais le nom de Mamadou Dia et le centre international de conférence Abdou Diouf, entre autres. Le président de la République déjà est dans ce sillage. Le building administratif porte le nom de Mamadou Dia. On a décidé effectivement de baptiser la plus grande cité de Diamniadio au nom de Ousmane Tanor Dieng. Certainement, l'Assemblée nationale portera un jour le nom de quelqu'un, peut-être Lamine Gueye. Mais pour Adama Gueye, il faut faire la différence entre infrastructure et institution. Je n'ai jamais vu un hôtel de ville qui porte le nom de quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais vu ça, jamais. Jamais. Pour dire qu'il n'y a pas de jurisprudence. Il ne faut pas qu'on me dise qu'on mette en place des institutions et d'autres infrastructures. La présidence de la République, c'est la présence de la République de tous les Sénégalais. Elle ne peut pas s'appeler Senghor, elle ne peut pas s'appeler Abdou Diouf, elle ne peut pas s'appeler Abdoulaye Wade, elle ne peut pas s'appeler Macky, elle ne s'appellera pas quelqu'un d'autre. Et maintenant, sur le plan juridique, que peuvent être les conséquences si les deux camps campent sur leur position? Si le préfet dit que ce que vous voulez faire là est contraire à la réglementation, à la loi, donc il exerce son contrôle de légalité. Le conseil dit non, moi je suis fondé à faire ce que je veux faire, c'est conforme à la loi. Et le préfet maintenant doit déférer l'acte auprès du conseil d'État qui n'existe plus maintenant, mais qui est remplacé par la deuxième chambre de la Cour suprême. C'est-à-dire que c'est le juge administratif. Et maintenant c'est un jugement entre la position du préfet et la position du conseil municipal. Donner le nom d'une institution comme l'hôtel de ville à quelqu'un, chose inédite qui risque de se produire pour une première fois au Sénégal si le projet du conseil municipal de Louga réussisse. Affaire qui est loin d'être gagnée si l'on se fie aux experts en décentralisation. Oumar Kairé, Louga, Walfadjri. Omar Kairé, lendemain de Tabaski au Sénégal, la hausse des prix et des denrées et des tarifs des transports est restée en travers de la gorge des Sénégalais. Il dénonce un opportunisme des commerçants et des transporteurs et demande aux autorités de prendre leurs responsabilités afin que pareille situation ne se reproduise. Un reportage signé Hassan Gueye. Augmentation des prix des denrées à la veille de la Tabaski, les consommateurs sénégalais ne digèrent toujours pas les coûts imposés par les commerçants. Pour ces citoyens, cela relève. Normal, mais ils savent que toute la population en a besoin. Ils se profitent aussi pour avoir beaucoup plus de bénéfices, quoi. Pour l'oignon, par exemple, si le kilogramme coûtait 400 francs, il l'augmente à 700 voire 800 francs. Et ce n'est pas normal. Ils doivent penser aux personnes démunies qui n'ont pas les moyens de se procurer ces denrées. Beaucoup de personnes vont se déplacer parce que maintenant, Auchan est là pour aider la population. Les chauffeurs aussi en prennent pour leur grade. Ils ont presque triplé leurs tarifs. 50 francs, on vous taxe 100 francs pour un petit trajet. Et par exemple, pour le chemin Dakar-Thiès, on va vous demander 3000 francs. C'est grave, mais ils ne verront même pas où cet argent est passé. Entre Cité Alimso et Derklé, on m'a demandé 1500 et le prix normal est de 1000 francs CFA. Ils en profitent et c'est anormal. Ce n'est pas normal, mais parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont passer la fête ailleurs avec leur famille. Ces Sénégalais indexent le laxisme de l'État. Tout est la faute de l'État. C'est comme s'ils n'étaient pas conscients de la souffrance des populations. Ils ne font rien. Ce sont les principaux responsables. À mon avis, le gouvernement doit prendre ses responsabilités, ainsi que les mairies et ceux qui ont en charge la politique des prix.
Les prix imposés par les commerçants et autres chauffeurs à la veille de la fête de Tabaski restent à travers de la gorge de nombreux Sénégalais. Ces citoyens parlent d'opportunisme et demandent à l'État de prendre ses responsabilités pour que cessent ces pratiques. Hassan Gueye, on en vient à l'actualité internationale, une présentation de Khady Silla. Une partie de la capitale camerounaise, Yaoundé, est plongée dans le noir depuis une semaine. La panne d'électricité a été provoquée par un incendie dans une centrale électrique le 7 août dernier. Et selon les explications données par le ministre de l'Énergie, Gaston Essoumba, la société en charge de la distribution de l'électricité parle d'un incident majeur qui a provoqué la destruction du poste qui représente environ 25% de l'alimentation de la ville de Yaoundé. Les coupures d'électricité sont fréquentes à Yaoundé, mais l'une des rares fois qu'une coupure de cette ampleur frappe une bonne partie de la ville pendant aussi longtemps. Les entreprises qui peuvent se le permettre ont commencé à utiliser des générateurs, mais la plupart des familles à faible revenu utilisent des lampes à kérosène. En Tunisie, l'instance chargée des élections a dévoilé ce mercredi les noms des candidats qui remplissent les conditions pour se présenter à la présidentielle prévue le 15 septembre prochain. Au total, 26 candidats ont été retenus sur les 97 présentés, dont 24 hommes et 2 femmes. Aucune surprise dans cette liste si ce n'est l'absence du candidat LGBT Mounir Batour, dont la candidature a été rejetée. En revanche, des noms attendus ont été retenus, tels que le fondateur de la chaîne de télévision Nesda TV, le premier ministre Youssef Charid, le vice-président du parti d'inspiration islamique Ennahda et président de l'Assemblée nationale Abdel Fattah Mounour, ou encore le ministre de la Défense Abdel Karim Zibli, l'un des favoris qui se présente comme indépendant. Les prélèvements sanguins effectués sur le joueur de football argentin Emiliano Sala, décédé dans un accident d'avion en janvier au-dessus de la Manche, ont révélé des niveaux élevés de monoxyde de carbone. Des tests toxicologiques ont révélé que le passager présentait un niveau de saturation élevé en monoxyde de carbone. Et selon les tests, Sala présentait un taux de saturation en carboxyhémoglobine de 58%, au niveau de COHB de 50% ou plus chez un individu par ailleurs en bonne santé et généralement considéré comme potentiellement fatal. Il est considéré comme probable que le pilote aurait également été exposé au monoxyde de carbone, ajoute le communiqué. La famille de Salah estime qu'un examen minutieux de l'épave de l'avion est nécessaire pour déterminer comment le gaz a pu s'infiltrer dans la cabine. C'était l'édition du 20h. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info continue sur notre site walfnet.com. Très bonne soirée à tous.